Salut à tous. Les temps sont graves, le Bitcoin est passé à son plus bas depuis 1 an et demi. C'est un hiver de la finance numérique qui s'écoule devant nous, mais alors même que les gens détournent leur regard des cryptos, en réalité, d'autres construisent. En vrai, dans de très nombreuses entreprises que l'on peut former avec Alira, on voit la blockchain être intégrée. Et nous, chez Alira, on forme des professionnels à prendre le virage de la blockchain, en mettant la pratique en avant, et notamment en faisant des vrais projets à nos apprenants. Alors j'en ai sélectionné 3, des projets à vous montrer, qui rassemblent pas mal des cas d'usage et issus de la dernière promotion d'Alira qui a fini fin 2025. Alors il y en aura un qui sera orienté DeFi, un qui sera orienté autour de la philanthropie, et un dernier pour remplacer Airbnb, rien que ça. Cette vidéo vous est présentée par Alira, l'école blockchain et IA. Nous sommes plus de 110 experts à intervenir sur des formations certifiantes, accessibles aussi bien aux débutants qu'aux profils expérimentés. Vous choisissez votre rythme, 1 mois, 3 mois, 6 mois, pour tester. Dans tous les cas, avant de vous engager, on vous offre un call stratégique qui vous permet notamment d'acquérir une formation gratuite. Le lien est juste en dessous. Bon épisode. Allez hop, on démarre cette vidéo avec ici les 3 projets dont on veut vous parler. À chaque fois, on va leur demander les mêmes questions. Comment ils ont réuni leur équipe? Quel est globalement leur projet en quelques phrases? Avant d'arriver sur leur production, aussi bien en termes de documents que de sites web, avant d'arriver sur la question finale, qui est autour de leur appréciation de la formation, du projet, et aussi, parce que ce sont des projets qui ont été assez exceptionnels, leur ressenti vis-à-vis de leur Golden Badge, cette distinction suprême que l'on donne aux meilleurs projets sortant de chez Alira. Et je vous laisse avec le montage. Salut les gars, salut Louis, salut Frédéric, salut Samuel, Julien, Colin, Clément, je suis ravi de vous recevoir pour votre projet. Et... Bonjour John, bonjour Eve, comment allez-vous? Bonjour Cyril, Bonjour comment ça va? Cyril. Eh bien ça va, aujourd'hui on va présenter un petit peu votre projet, on va démarrer un petit peu par le background du projet, d'où vous est venue l'idée. On s'est rencontrés à 5 sur les salons du lundi soir, là, après les cours. Et à force de discussion, on a rencontré des intérêts communs qui étaient les marketplaces, le voyage, les moyens de paiement. Et on a fini par se concentrer sur Nomad Nodes. L'équipe qu'on avait, on a eu la chance de la monter très tôt par rapport au cursus. On a accroché très vite donc avec Jonathan, avec Adélie, avec Victor, Guillaume un petit dernier. Et on est quand même sur l'équipe, notamment dans les consultants. On a choisi la partie OTA voyage parce qu'on était déjà 3 à venir de ce secteur-là et un qui venait de la restauration, dans des secteurs qui sont assez proches et qui, avec un mode de pensée assez similaire, et jouer sur une logique métier d'entrée. Avant tout, notre projet Clarity a été organisé autour d'une équipe. Nous tenions à ce que l'équipe soit volontaire, que l'équipe se reconnaisse dans ses idées, se reconnaisse dans ses valeurs. Donc ce projet, je l'ai construit avec une équipe avec qui on partage la même exigence. J'ai d'abord rencontré Colin lors d'un événement avant Alira, courant de l'été. On a de suite accroché, même vision, même ambition et surtout même énergie. Puis j'ai rencontré Clément, notamment lors des réunions hebdomadaires post-Talk Alira, où en fait, je pitchais le projet naturellement. Et on s'est rapidement rapproché, il m'a challengé l'approche, on a approfondi ensemble les besoins terrain, et on a construit ensemble une trajectoire qu'on considère aujourd'hui comme solide. Quel était l'objectif de votre projet? Du coup, Common Link, c'est d'abord parti d'un constat qui est très concret. Moi, j'évolue depuis 5 ans dans le secteur associatif et c'est en échangeant un peu avec monsieur et madame tout le monde et notamment des potentiels donateurs que j'ai entendu encore et encore la même phrase qui ressortait: je veux aider, mais je ne sais pas où va l'argent. Ce manque de visibilité, en fait, il crée un réflexe immédiat dans le secteur, c'est l'hésitation. Et quand la confiance baisse, les dons ralentissent. En parallèle, côté associatif, elle se base sur 2 fronts. D'un côté, il y a la pression financière, puis de l'autre, des contraintes administratives qui sont de plus en plus lourdes pour justifier chaque dépense auprès des financeurs. Résultat, il y a du temps perdu, de l'énergie qui est absorbée et une mission sociale qui devient de plus en plus difficile à porter pour elle. Notre mission, du coup, de fait, elle est très opérationnelle, c'est rendre traçable l'usage de chaque euro donné et réduire drastiquement la charge de justification et de reporting pour que les associations, elles se concentrent uniquement sur leur impact. Et donc du coup votre projet à la fin il a donné donc Nomad Nodes. Est-ce que vous pouvez un petit peu me présenter Nomad Nodes? La plateforme, notre plateforme du coup de réservation de voyage
sur le Web3, hein. On vient d'en parler. Voilà, la petite équipe projet, donc qui était une équipe mixte, qui n'est pas si fréquent. On en était fiers quand même d'être une équipe assez équilibrée de femmes et d'hommes. Et en fait, la question qu'on s'est posée, vu qu'on est parti directement sur le tourisme, c'était de choisir donc la problématique qu'on allait choisir de régler, et on en a choisi 2 parce qu'on trouvait que c'était trop important les 2. Donc la désintermédiation, parce qu'on faisait face à des commissions qui sont assez abusives et à des conditions qui sont répandues par des leaders de marché, et à la crise de confiance envers les avis. L'idée principale du projet vient d'un besoin qui a été déterminé par un de nos membres. Lui est un chef d'entreprise qui s'est révélé avoir des problèmes de surplus de trésorerie, à pouvoir investir en finance on-chain, des problèmes d'ordre législatif, des problèmes d'ordre organisationnel, des problèmes d'ordre de savoir ce qu'il pouvait réellement faire avec ses fonds. Nous est venue l'idée de créer Clarity. Clarity est donc une société organisée autour d'une formule hybride. Elle est constituée de 2 parties. Une partie qui va gérer tout ce qui est design, tout ce qui est compliance, tout ce qui est gestion du risque de nos clients. Et une partie on-chain ou DeFi qui va permettre à nos clients de pouvoir se diversifier au travers de la finance on-chain. Ok. Super. Et donc vous avez travaillé ce projet pendant plusieurs semaines. Vous en avez sorti donc à une vraie production. Est-ce que vous avez envie de me parler un petit peu de cette production ? Nos clients pouvaient choisir sur 3 volts différents. Un volt dit sécurisé, safe, où leurs fonds étaient placés de manière relativement peu exposée, avec un rendement qui correspond à leur profil risque, un rendement moyen tournant autour de 4 ou 5%. Si notre client avait un profil un petit peu plus risqué, on l'orientait vers un volt dit équilibré, avec tous les assets qui correspondent à un volt équilibré, tout en intégrant un petit peu de BTC. Et si nos clients avaient un profil un petit peu plus risqué, on l'orientait vers un vol dit dynamique, avec là par contre des stratégies un tout petit peu plus risquées, qui leur permettaient d'avoir un rendement un petit peu plus élevé également. Bien sûr, nos vaults sont en continuelle réévaluation. Notre protocole nous permet de suivre au jour le jour les différentes stratégies DeFi les plus avantageuses pour que nos clients puissent bénéficier des meilleures stratégies sur les marchés, tout en leur permettant d'avoir accès à leurs fonds d'une manière relativement rapide et sécurisée. Sur le Web 2, on connaît très bien Booking, on connaît très bien Airbnb, on en connaît d'autres évidemment, et eux, leur moyenne, c'est à hauteur de 15-25%, et les faux avis, ça pullule. Et on a quand même des maîtres du Web 3 comme Travala, il y en a d'autres aussi, mais qui sont vraiment concentrés sur le public crypto. Nous, on voulait quelque chose de simple pour pouvoir toucher un petit peu à tout le monde. On est resté sur un prix psychologiquement 2 fois moins cher que la moyenne Web 2, et quand même avoir suffisamment de commissions, nous, pour pouvoir assumer du publicitaire, de l'onboarding, aller faire de l'acquisition de clients, pour garantir un petit peu de durée de vie. Un exemple de ce que demain pourrait être Common. Donc on a une interface avec le montant total de la collecte, le montant fondateur et le nombre d'associations qui sont présentes sur notre plateforme. L'objectif, c'est vraiment de mettre de la transparence jusqu'au bout, vraiment de bout en bout de notre chaîne à nous, c'est-à-dire montrer tout ce qui a été collecté et que tout soit accessible le plus possible. Donc avec la possibilité forcément, comme on disait, de faire un don en euros pour éviter demain toute friction possible, et une page d'explication également qu'on souhaite mettre avant pour expliquer une répartition typique d'un don de 100 euros. Pourquoi pas faire un peu d'accompagnement en fait, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les associations, elles ont beaucoup de mal à légitimer certaines dépenses, certains frais de fonctionnement. C'est aussi l'un des enjeux sous-jacents du projet, c'est de mettre en avant certaines dépenses, notamment liées aux frais de fonctionnement, qui sont aujourd'hui un peu encore tabous à financer. Et enfin, comme un peu le cœur aussi du projet, cette page Impact Story, qui là je vois bug, c'est bon. Voilà, cette page Impact Story avec pour chaque personne qui aura donné avec un aperçu du total de ses dons et un peu vers quelle cause ça a été, voilà, avec le suivi. Là on a mis les causes en avant, mais demain ça sera l'association
avec la possibilité d'aller voir plus en détail le budget, plus en détail la dépense, etc. En ce qui concerne le MVP, le focus s'est fait sur tout ce qui était la base, donc l'utilisation de la blockchain pour la traçabilité. Donc les dons sont effectués en euros, il n'y a pas de conversion de ERC ou de quoi que ce soit d'autre. Donc tout simplement, vous avez un donateur qui va faire un dépôt à l'association de 10 000 Ethers par exemple, parce qu'il est très généreux. On va enregistrer ce don sur la blockchain. Une fois que l'enregistrement a été fait, le donateur va émettre son reçu fiscal sous forme de NFT, reçu fiscal qui ressemble à quelque chose comme ça. Ensuite, quand ce reçu fiscal a été émis, on est sûr que le donateur a effectué toutes les tâches qui lui incombaient. Ensuite, les fonds sont répartis par l'administrateur du smart contract, donc qui sera principalement le président ou le trésorier de l'association. Sur cette répartition, le mouvement est enregistré en blockchain. Ensuite, les fonds sont donc sur les wallets des responsables des associations et à partir de là, ils peuvent utiliser ces fonds pour payer des factures, des salaires ou des prestations externes. Et bien évidemment, la preuve de paiement, elle, est inscrite sur la blockchain. Le résultat de tout ça, c'est qu'un donateur peut suivre exactement à l'euro près à quoi a servi son don. Ça ne vous empêche pas d'être malveillant, mais l'intérêt d'utiliser une blockchain, les utilisateurs les plus avancés ou les plus curieux pourront aller constater qu'on implémente bien ce qu'on prétend. Et l'intérêt aussi d'utiliser la blockchain comme source de vérité, c'est que même si nous disparaissons et que l'association disparaît, le donateur peut toujours apporter des preuves, même des années après, que ces dons ont bien eu lieu. On peut se connecter ici et en fonction que vous soyez un wallet de donateur, un wallet de président d'association ou un wallet de responsable de l'association, vous n'aurez évidemment pas le même front et pas les mêmes possibilités. Le cadre juridique, comment on est arrivé à cette histoire de double structure? On a commencé par étudier le cas de Hyperliquid, qui avait une structure très décentralisée, mais au fil de nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une structure légale qui était derrière, qui est basée à Singapour, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, ce qu'on s'est vraiment dit, c'est qu'il fallait toujours qu'on ait une structure légale et auquel le fisc et les principaux acteurs légaux pourront se référer. Et derrière cela, on aura une structure qui sera complètement décentralisée via une DAO, où on peut faire le lien par exemple avec AAV et ce qui se passe en ce moment. Dans tous les cas, la structure légale est centralisée, comme on est en Europe et en France, elle est soumise à de nombreuses réglementations. Donc là, on a un petit peu une petite roadmap des principales réglementations. Là, on a un petit peu la manière dont Clarity va fonctionner, avec le démarchage des groupes et des holdings, qui seront onboardés par, premièrement, un KYB plutôt, pour s'assurer que les fonds qu'ils vont déposer ne proviennent pas d'activités non légales. Elles auront un questionnaire de risque pour les guider vers le choix du différent vault. Une fois qu'elles auront fait un premier dépôt en fiat, on aura un partenariat avec par exemple Kraken, Binance ou autre pour pouvoir faire le off-ramp, on-ramp. Et une fois que toute cette petite partie-là est faite, l'entreprise se verra attribuer une adresse wallet sur Ethereum, via laquelle elle pourra ensuite choisir son vault et déposer ses fonds dans un des 3 vaults. Et en contrepartie, elle recevra évidemment le C-token pour la preuve de dépôt. En termes de business plan, donc alors c'est un business plan qui est un peu différent des business plans classiques, puisque en fait on va rétribuer aux users quasiment l'intégralité de la rémunération de la DApp pour les incentiver et faire en sorte qu'ils utilisent l'application. Cependant, comme vous pouvez le voir, on a 2 lignes de rémunération. La rémunération de la DApp, avec tout ce qui est frais de dépôt, frais de retrait, swap entre les différents vaults. Mais on a aussi une autre partie, autre rémunération, qui correspond plutôt à la formation et la manière dont on veut fidéliser nos clients, puisque la plupart du temps, nos clients sont très peu acculturés au système Web3 et au crypto. Donc là, on aura toute une partie de travail préparatoire et ça sera l'objet de vente de formation et de rémunération. En quelques semaines, on s'est focalisé vraiment sur le MVP. On va avoir des smart contracts qui vont gérer les assets de nos clients. Donc un smart contract par vault qu'on propose sur notre DApp. On va avoir des standards ERC 4626 qui vont nous permettre en fait d'utiliser
les standards déjà établis en DeFi, donc liés avec des sous-jacents ERC20 type USDC ou EURC, donc qui vont être en fait la monnaie de dépôt et de retrait. Notre application est sur Base Sepolia, donc une chaîne de test. On a nos 3 vaults, Safe, Balanced, Dynamic. On peut aller, donc là on a un petit récap on dépose nos assets, on a en fait nos stratégies Clarity qui sont faites directement dans les smart contracts et on peut withdraw ensuite quand on veut. On a notre wallet par exemple. Moi j'ai mon wallet avec des jetons, par exemple de l'euro, j'ai 546 €. Donc on peut se connecter directement à notre site via le wallet. Sur Sepolia évidemment en blockchain Sepolia, test. oui. Tout à fait. Là, on peut voir que pour l'instant, on a 249 $ de déposés sur notre vault. On a une APY aux alentours des 4%, mais qui peut un petit peu changer. Si je veux déposer 100 $ pour générer du rendement sur ces 100 $, mais bien sûr, ce sera des sommes potentiellement plus grandes. Je peux faire directement deposit. Ça va m'ouvrir ma pop-up avec d'abord le plafond de dépenses pour être sûr d'approuver seulement l'amount qu'on veut. Ensuite, la demande de transaction, on vérifie. Donc là, j'ai bien envoyé mes 100 $. On voit qu'ils ont été ajoutés au Vault. Et ensuite, je peux aller dans mon dashboard et je vois qu'en tout, j'ai déposé, parce qu'avant, j'avais fait d'autres dépôts. On peut voir que j'ai déposé en tout 348 $ sur un seul Vault pour l'instant, le Safe Vault. Et on voit l'estimation journalière de ce que le dépôt va me rapporter, et sur 30 jours également. Et donc les C-Safe, j'en ai pas encore parlé, mais du coup c'est le jeton en gage de dépôt en fait, quand on va déposer de l'EURC sur notre Vault. Ce C-Safe, on pourra l'utiliser pour venir retirer en fait nos fonds du Vault. Du coup, il y a 13 smart contracts pour faire tourner la plateforme. Tout est automatisé en fait, hein. Tout est géré par les actions que l'on peut faire avec le wallet. Il n'y a pas de base de données sur NomadNode. Tout est vraiment géré dans la blockchain et IPFS, même jusqu'aux photos des propriétés des chambres. Un registre des propriétés, des NFT qui représentent les chambres. Le Availability Manager, lui, c'est pour le calendrier en fait. Le Booking Manager, lui, c'est le chef d'orchestre des réservations. Et puis après, on a le Property NFT Adapter qui, lui, va tout envoyer en fait sur le front. Le front récupère toutes les données là-dedans et c'est grâce à lui qu'on peut afficher toutes les données. Et les tokens qui sont gérés sur la plateforme, donc on a le SBT de l'hôte, c'est un peu comme un badge hein, du coup qui est propre au wallet. Hein. Et puis ça on n'y a pensé que plus tard, mais véritablement la réputation on-chain, elle peut très bien être portable si d'autres dApps veulent utiliser notre smart contract, ils le pourront en fait. Hein. Donc on passe d'une plateforme à une autre et puis je garde ma réputation. Donc nous nous retrouvons sur la plateforme NomadNode avec Sylvie qui va créer directement son wallet via son adresse Google, puisqu'elle n'a pas de wallet. C'est notre persona classique. Son wallet est créé, elle a accès à son dashboard, elle peut minter son SBT voyageur pour le coup. Donc voilà le tableau de bord. Le tableau de bord pour l'instant est vide, il va falloir le remplir en effectuant une première réservation. Elle va regarder dans la liste des hôtels selon ce qui l'intéresse, ses dates, etc. Elle choisit l'hôtel à Lyra où il y a 2 chambres de disponibles. Elle va pouvoir regarder les photos, vérifier les tarifs selon ce qui l'intéresse à la nuit. Et elle choisit la suite de luxe, la Dining Room, où il y a une casquette offerte. Une casquette à Lyra, bien évidemment. Elle va sélectionner ses dates si elle ne l'a pas fait auparavant. Là, pour le besoin de la vidéo, on va sélectionner les dates du jour même pour pouvoir faire le check-in. Ensuite, elle va renseigner le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, réservation tout à fait classique. Si elle excède la capacité de la chambre, d'un seul coup ça bloque et on l'invite à rajouter une seconde chambre, évidemment, pour que tout le monde puisse rentrer. Elle choisit son mode de paiement et valide son booking. Elle se retrouve sur le résumé de sa réservation où elle va pouvoir valider les CGV, les CGU et les conditions d'annulation qui sont écrites juste au-dessus. Hop, elle valide sa transaction, c'est magique.
La réservation est faite, nous sommes donc le jour du check-in, elle va pouvoir directement arriver, donc soit en scannant un QR code qui va libérer le smart contract d'Exro pour que les fonds aillent vers l'hôte, ou en le faisant directement via la plateforme, ce qu'elle fait ici. La réservation est effectuée, elle peut dérouler son séjour, voir le résumé sur un petit onglet à part, et profiter de son séjour tranquillement. À nouveau, nous nous retrouvons sur la plateforme Nomadnode, mais ce coup-ci avec Stéphane, qui est un hôte, et qui lui a déjà enregistré son wallet MetaMask directement sur la plateforme. On voit qu'il a bien ses deux SBT, son SBT Traveler et hôte, parce qu'il est voyageur et hôte. Il a ses notes de profil, ses avis. Il peut aller vérifier ses propriétés également, ça va très très vite, désolé. Il vérifie ses propriétés, donc il va aller faire une modification sur son hôtel Alira. Avant, il peut voir différents analytics, les réservations qui ont été annulées, celles qui ont été validées, celles qui sont déjà finies, celles qui sont en attente, les fonds également qui sont en attente ou déjà validés ou déjà transférés, etc. Il va pouvoir effectuer un retrait, puisqu'il en a 2 en attente. Il effectue son retrait, le valide, le MetaMask s'ouvre, confirme sa transaction. Il récupère donc les fonds de cette première réservation et ensuite il va aller faire une modification. Il peut en faire des tas. Nous, on a choisi de faire une modification de disponibilité, tout simplement, puisque c'est la modification la plus classique pour un hôte. Donc il va aller modifier 3 dates sur lesquelles nous allons retirer de la disponibilité. Il a peut-être des travaux, il a peut-être des choses, des cas particuliers, il reçoit de la famille. Il doit enlever des disponibilités sur 3 rooms de son choix. Donc il choisit ces dates-là. Il procède à la transaction également pour valider cette transaction-là. La transaction est confirmée, les rooms sont modifiés, elles ne sont maintenant plus disponibles que 2 sur 5 sur la plateforme. Comment tu as trouvé l'expérience du projet final et qu'en est-il et est-ce qu'il va continuer un petit peu ce projet? J'ai créé, développé et revendu des sociétés par le passé, donc le fait de faire la formation m'a permis d'utiliser ce projet pour qu'on puisse en faire quelque chose d'un peu plus grand, à savoir une entreprise. À travers le projet Alira, on a fait tous les fondamentaux, à savoir analyser le marché, les personae, ce qu'on appelle du coup le go-to-market, comment accéder à son marché, et on l'a fait d'une manière relativement minimale pour un projet, mais aujourd'hui le rôle il est simple, hein, puisqu'on a une vision, une roadmap sur toute l'année 2026 et c'est vraiment transformer ce projet en une réelle mission d'impact et avec un modèle économique qui est robuste, donc qui est capable de s'autofinancer dès sa croissance, dès le démarrage. Donc l'idée c'est de piloter 4 chantiers qui s'enchaînent et qui convergent vers un résultat clair, une société rentable en 4 mois. Donc aujourd'hui nous sommes en fin janvier 2026, donc l'idée c'est qu'au mois de juin on ait nos premiers clients. On parle aussi de blockchain aujourd'hui et bien évidemment tout ça, ça doit être sous-jacent. Ce n'est qu'une technologie au service de notre mission, au service de notre impact sur lequel on doit faire attention et c'est toute la difficulté et l'intérêt, mais bien pour qu'elle s'adresse à tout le monde, comme le disait au démarrage Juliane. J'ai trouvé que le niveau était très professionnel chez Alira et qu'il y avait une certaine exigence d'excellence dès lors où on avait envie de l'appliquer, donc avec de la rigueur sur toute la formation et avec une certification qui m'a mis un petit peu de pression, quand bien même aujourd'hui j'ai les cheveux un peu gris sur le côté. Mais en tout cas j'y ai pris beaucoup de plaisir, j'y ai surtout beaucoup appris. On a eu la chance avec le projet Common Link et les présentations qu'on a pu réaliser d'avoir le Golden Badge. Et pour nous, c'est vraiment une opportunité, un tremplin, puisqu'on va communiquer en ce sens. Et comment ça s'est passé, votre présentation et le travail autour du... Le travail, voilà, ça résume tout. Ça a été du travail, clairement, assimiler la formation, les cours asynchrones, les lives et travailler sur le projet de manière régulière et soutenue, parce qu'on a eu un groupe qui a travaillé de manière soutenue, ce qui était vraiment cool. C'était riche, intense et ça s'est très bien passé. La soutenance aussi, je suis contente que le projet ait plu et je suis contente que ça ait permis à John d'avoir du succès d'autant plus. Alors, ça a été un petit peu chaotique, moi, la certification. Fort heureusement, j'avais un petit background déjà dans le développement blockchain en autodidacte. J'étais très très peu disponible pour suivre la formation. J'étais en train de terminer un hackathon chez Solana en plus. Et heureusement, mes collègues ont beaucoup travaillé pour moi, m'ont apporté beaucoup d'aide sur comment on allait réaliser cette plateforme. J'ai eu aussi même droit à une charte graphique, ça c'est génial. Du coup, quand j'ai eu terminé tout ce que j'avais à faire, j'ai pu commencer à développer l'application sereinement. Un petit rush de 3-4 semaines et puis voilà quoi. Donc j'ai pas lâché le truc.
jusqu'au dernier jour, hein. Je crois que j'ai tout envoyé sur le repo, 2 heures avant la fin, quoi. Et puis le jour de la soutenance, ça s'est plutôt bien passé. Après, on avait beaucoup de contenu, donc ça fait aussi perdre beaucoup de temps d'avoir beaucoup de contenu, bien évidemment. On l'a un petit peu poussé, ce MVP. Bien évidemment qu'on aimerait bien en donner une suite. Ouais. Après, les questions se posent. Qui dans notre équipe est motivé, qui va vouloir continuer? On va essayer de faire en sorte de pouvoir le faire. Oui, au niveau de la formation, ça s'est plutôt très bien passé, surtout dans notre groupe avec notre projet. Comme a dit Frédéric, on s'est choisi, donc c'est un gros plus d'avoir le choix avec qui on va travailler. Et on a eu des idées qui matchaient bien et on s'est fixé sur cette idée. Franchement, ça nous a plu à tous. Bah, déjà, le Golden Badge, moi je prends ça comme un travail de groupe parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges entre nous. On se parlait 3 fois par semaine quand même pour avancer, mettre des points d'étape. On avait un Scrum Master aussi qui arrivait à bien découper le projet en différentes étapes, ce qui fait qu'on a pu avancer au rythme qu'on voulait. Après, en termes de charge de travail, c'est quand même assez conséquent, on va pas se le cacher. Ça demande du temps de préparation, du temps aussi pour préparer tout ce qui est présentation. Après, le niveau du jury, ça s'est très bien passé. Il challenge pas mal sur plein d'aspects qu'on pourrait pas forcément imaginer. Pour la part DeFi, ils ont beaucoup questionné les vaults, le choix des vaults, pourquoi on avait mis telle ou telle stratégie en place. Et ils ont aussi pas mal challengé la partie légale et la partie business plan pour s'assurer que le projet, si jamais il venait à se poursuivre, il serait viable. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal bossé, on a passé beaucoup d'heures et c'est plutôt un travail d'équipe, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est tout. Pour ce montage, évidemment, on vous invite à rejoindre Alira dans les formations blockchain et IA, et on vous invite aussi et surtout à cliquer sur la cloche juste en bas pour vous abonner, et ainsi suivre toutes nos vidéos. À ciao.